Si l'on pose la question de la souveraineté de Taïwan à un citoyen chinois, la réponse sera presque toujours la même, évidemment. Taïwan serait une province de la République populaire de Chine. Cette réaction n'est pas une opinion individuelle spontanée, mais le produit d'un système éducatif programmé dès l'enfance, transformant un concept politique en une vérité évidente. Au même titre que les opérations arithmétiques élémentaires, le problème réside dans le fait que la Chine ne fournit à sa population qu'une seule réponse à mémoriser. Tout en ignorant totalement le raisonnement historique, l'expression depuis l'Antiquité est utilisée comme un bouclier universel. Mais de quelle autre foi parle-t-on exactement? Et à partir de quel repère historique précis? Sur ce point, aucune explication claire n'est jamais donnée. La récente visite à Taïwan d'un parlementaire japonais est ainsi considérée par de nombreux commentateurs politiques comme une gifle cinglante infligée à la propagande de Pékin. Une personne figurant sur la liste noire des autorités chinoises, frappée de sanctions et interdite d'entrer sur le territoire de la République populaire de Chine, a pourtant pu poser librement le pied à Taipei, circuler sans entrave et être chaleureusement accueilli. Cet événement n'est pas qu'un simple acte diplomatique, il constitue une riposte directe et implacable, dévoilant la réalité derrière le discours sur la prétendue souveraineté de Pékin sur Taïwan. Le sénateur japonais a affirmé sans ambiguïté « Taïwan est Taïwan ». Le sénateur d'origine chinoise du Parti de la Restauration du Japon, He Aki, est arrivé le matin du 6 du mois à l'aéroport de Songshan à Taipei, à l'invitation d'un chercheur spécialisé dans la stratégie indo-pacifique, afin de participer à un colloque et à une série d'activités à Taïwan. Dans une brève allocution empreinte d'émotion, il a déclaré « Aujourd'hui, j'ai pu fouler sans difficulté le territoire taïwanais. » Cela suffit à prouver que la République populaire de Chine et la République de Chine sont deux États totalement distincts. Taïwan n'est absolument pas une partie de la Chine. Taïwan est Taïwan. C'est à dire la République de Chine sans aucun lien avec la République populaire de Chine. Ma visite à Taïwan a précisément pour but de le dire clairement au monde et de faire savoir que Taïwan est un pays indépendant. Pourquoi ce déplacement est-il aussi dévastateur pour la propagande affirmant que Taïwan appartient à la Chine? Parce que ce parlementaire figure officiellement sur la liste des personnes sanctionnées et interdites d'entrer par tollé. Le gouvernement de la République populaire de Chine. La logique est simple et implacable si Taïwan était réellement une province chinoise. Les sanctions de Pékin devraient s'appliquer à Taipei. Or, dans les faits, il a atterri sans difficulté, s'est déplacé librement et a été accueilli à Taïwan. C'est une gifle directe infligée au discours sur la souveraineté. La Chine ne l'a-t-elle pas interdit lors d'un entretien accordé au commentateur Chen Pokong avant son voyage et qui a clairement exposé deux objectifs majeurs. Le premier consistait à préparer les débats à venir au Parlement japonais sur la coopération en matière de défense entre le Japon et Taïwan. Le second était d'utiliser son statut même de personne sanctionnée pour mener une expérience logique publique. Le fait qu'un responsable politique frappé d'interdiction par Pékin soit accueilli avec les honneurs à Taipei constitue une preuve irréfutable. Taïwan est une entité souveraine indépendante, hors de portée des décrets émanant de Zhongnanhai. Un détail particulièrement ironique, relevé par le commentateur Kai Sheng-kun, mérite d'être souligné. Le ministère chinois des Affaires étrangères est devenu, involontairement, la machine de relations publiques la plus efficace de Heaki, avant cela, en raison de son activité principalement menée en japonais. Son influence au sein du monde sinophone restait limitée, mais depuis l'annonce des sanctions en septembre de l'année précédente, son nom est devenu soudainement célèbre. Plus encore, ces sanctions lui ont permis d'éliminer le principal doute pesant sur sa carrière politique, la suspicion liée à ses origines chinoises dans un environnement politique japonais extrêmement prudent,
Le certificat attestant qu'il est un adversaire du Parti communiste chinois, délivré par Pékin lui-même, a dissipé toute ambiguïté et confirmé son image de responsable japonais fermement attaché aux valeurs démocratiques. On peut dire que Pékin lui a offert un cadeau politique inestimable, déroulant littéralement le tapis rouge pour la suite de sa carrière. La visite de 4 jours de Hiki ne s'est pas limitée à un simple geste diplomatique. Elle a aussi été une rencontre de certains des esprits stratégiques les plus affûtés du camp démocratique. Lors du colloque intitulé « Sans détour », comment traiter avec la Chine, il s'est retrouvé aux côtés de Miles Yu, architecte clé de la politique dure envers la Chine sous l'administration Trump, ainsi que de chercheurs réputés comme Ming-Chu Cheng et Yang Gaiying. La présence de ces personnalités a dessiné l'esquisse d'un axe intellectuel transnational États-Unis. Japon, Taïwan, Mongolie réunissant des acteurs qui comprennent profondément la nature du Parti communiste chinois et cherchent à élaborer une nouvelle approche collective. Outre des rencontres de haut niveau avec le ministre des Affaires étrangères Lin Chialung et des visites à la présidence. Sa participation à la promotion des produits halieutiques japonais a également porté un message de soutien économique concret, en réponse aux embargos commerciaux fréquemment utilisés par la Chine pour faire pression sur ses voisins. Aki Saita a résumé la valeur de ce sénateur en une formule percutante et qui est un homme qui comprend réellement la Chine, mais choisit résolument le camp de la démocratie. Cette compréhension interne, alliée à la pensée d'un pays libre, fait de lui une arme diplomatique singulière, apportant un éclairage précieux à la sécurité régionale et renforçant les liens entre les deux démocraties japonaises et taïwanaises face à la pression croissante du continent. L'embarras des mensonges mis à nu, face à cette réalité cruelle, les autorités chinoises se sont retrouvées dans une impasse. Des décennies de discours mensongers sur la souveraineté ont été publiquement démasqués par l'action concrète d'un seul individu. Lors des conférences de presse, la gêne était palpable. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, s'est contentée d'un laconique « pas de commentaire », tandis que Chen Binhua, du Bureau des Affaires taïwanaise, s'est borné à dénoncer des propos absurdes. En réalité, ce silence ou ces invectives trahissent une impuissance totale. Aucun argument ne permet d'expliquer ce paradoxe flagrant. Comment une personne lourdement sanctionnée par Pékin peut-elle entrer librement, sourire et s'exprimer sans entrave sur un territoire que la Chine qualifie constamment de province chinoise? Lorsque la vérité objective s'exprime, même la machine de propagande la plus sophistiquée se révèle creuse. Malgré les tentatives de Pékin d'éluder la question, la critique interne en Chine et l'attention internationale ont transformé cet épisode en événement charnière. L'AFP y a vu une déclaration retentissante, défiant directement la doctrine de la Chine unique. La presse allemande a souligné que cette visite mettait en évidence le réchauffement irréversible des relations nippo-taïwanaises. De leur côté, les médias taïwanais CNA et Liberty Times l'ont présenté comme une preuve vivante de la subjectivité politique de l'île. Les analystes notent que, bien que présenté comme une visite personnelle, le timing et le contenu des échanges de Hiki revêtaient une portée stratégique considérable. Cela reflète une réalité. La fermeté du discours politique japonais ne se limite plus à des avertissements verbaux, mais se traduit désormais par des actions concrètes sur le terrain. Les discussions sur la coopération en matière de défense nippo-taïwanaise, tenues directement à Taipei, constituent non seulement un succès diplomatique pour l'administration de Lai Ching-te, mais aussi une opération psychologique subtile. Le style satirique et incisif de Hiki, lui qui connaît parfaitement le talon d'Achille du Parti communiste chinois, contribue à faire évoluer la dynamique du détroit de Taïwan vers une nouvelle phase où les démocraties n'ont plus peur des sanctions et utilisent celles-ci comme preuve de leur liberté. Dans les jours à venir,
à mesure que Iki poursuivra ses activités à la présidence. Et dans des colloques aux côtés de stratèges comme Yu, on peut s'attendre à des prises de position encore plus fortes. Il ne s'agit pas seulement d'une visite, mais d'une répétition générale pour une coordination accrue des forces démocratiques dans l'Indo-Pacifique face aux ambitions hégémoniques de Pékin. La pression sur le ministère chinois des Affaires étrangères ne se limite pas au terrain diplomatique. Elle s'étend également au domaine militaire, où Pékin s'efforce de projeter l'image d'une puissance technologique de premier plan. La situation est devenue embarrassante lorsqu'un journaliste japonais a posé une question particulièrement incisive. Pourquoi lors de l'arrestation de Nicolas Maduro par les forces américaines? Les systèmes radars réputés ultra performants fournis par la Chine au Venezuela se sont-ils révélés totalement inopérants? Les médias chinois avaient pourtant vanté sans retenue les capacités de ces radars anti-furtivité, présentant le Kevin-7 comme le cauchemar de l'aviation américaine. Capable de détecter des F-35 ou des B-2 à 550 km et de transmettre les données en temps réel jusqu'à Pékin. Mais lorsque l'épreuve du réel est survenue, ce dôme s'est volatilisé comme une bulle de savon. Le fossé immense entre les slogans tapageurs et le silence des radars dans la mer des Caraïbes a mis en lumière une vérité dérangeante. La technologie de Pékin peut être la plus puissante dans les journaux. L'ironie est que la Chine n'hésite jamais à dénoncer les États-Unis comme une puissance hégémonique, violant la souveraineté des États lorsqu'ils interviennent au Venezuela, mais adopte soudain une étonnante indulgence face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au lieu de termes sévères, Pékin reprend avec souplesse l'expression de Vladimir Poutine « opération militaire spéciale ». Manifestement, dans le dictionnaire de Pékin, la notion de souveraineté n'a rien d'univoque, elle se plie aux intérêts des alliés stratégiques. La violation des frontières d'autrui devient alors justifiée. La Chine ne se contente pas de se taire, elle soutient indirectement Moscou par l'achat d'énergie et la fourniture d'équipements techniques. Toute action touchant aux intérêts des régimes autoritaires alliés est qualifiée de violation du droit international, tandis que les transgressions de ces mêmes alliés sont tolérées. Cela révèle une réalité brute. Pékin n'a jamais réellement respecté la souveraineté qu'il invoque si souvent aux Nations Unies. Pour lui, la souveraineté n'est qu'un outil politique, un bouclier pour protéger ses alliés et un bâton pour attaquer l'Occident. Lorsque les intérêts nationaux et les ambitions hégémoniques entrent en jeu, les principes juridiques internationaux deviennent de simples mots creux, modulables au gré d'un double standard assumé. Si Pékin n'a pas encore envahi Taïwan ni complètement monopolisé la mer de Chine méridionale, ce n'est nullement par respect du droit international. Rappelons qu'il a purement et simplement rejeté la décision de la Cour permanente d'arbitrage PCA. La seule raison de cette retenue réside dans une puissance réelle encore insuffisante. Au fond, Pékin aspire à un pouvoir absolu comparable à celui des États-Unis, le pouvoir d'arrêter toute personne jugée menaçante. Par exemple, Lai Ching-te, pour l'heure, les limites militaires et la présence imposante de Washington l'y contraignent. C'est pourquoi tous les efforts chinois convergent vers un objectif unique, dépasser les États-Unis pour devenir le nouveau maître. Une fois au sommet, il n'y aura plus besoin de justification. Le juste et l'injuste seront définis par le plus fort dans un nouvel ordre imposé. À l'échelle globale, il n'existe pas de scénario idéal où tous les États respecteraient parfaitement le droit international. L'histoire impose deux choix difficiles: maintenir un ordre unipolaire dominé par les États-Unis, capables d'agir comme gardiens imparfaits mais réels des valeurs de liberté, ou accepter un monde multipolaire où, aux côtés de Washington, la Russie et la Chine disposeraient de la même latitude pour exercer leur hégémonie. Lorsqu'on place sa confiance dans un ordre mondial, l'essentiel est d'examiner la nature des interventions. Les États-Unis, en tant que superpuissance, peuvent parfois se situer en dehors des cadres juridiques sans subir de sanctions équivalentes. Mais une différence majeure subsiste: Washington ne poursuit pas une expansion territoriale de type colonial.
Ils n'occupent pas des terres pour exploiter les populations. Ces interventions visent principalement des régimes autoritaires qui oppriment directement leurs propres citoyens. À l'inverse, un monde dominé par des puissances autoritaires aurait un tout autre visage. Leur priorité serait souvent l'annexion de démocraties voisines, laissant derrière elles des cicatrices profondes faites de confiscation territoriale et d'imposition idéologique. La réaction des populations locales est révélatrice, tandis que les armées autoritaires sont perçues comme des forces d'occupation suscitant la peur. Dans de nombreux lieux où les États-Unis sont intervenus, des foules sont descendues dans la rue pour célébrer la fin de l'oppression. Aujourd'hui, la géopolitique mondiale se lie à travers deux prismes, la puissance réelle et la nature des régimes. La différence réside dans l'objectif, envahir une démocratie est une agression. Tandis que intervenir contre une tyrannie peut parfois signifier libérer des populations de leur chaîne. Même si l'action américaine n'est jamais parfaite, le choix entre un gardien imparfait et des régimes autoritaires avides d'expansion est clair. Permettre à des dictatures d'atteindre une puissance équivalente à celle des États-Unis reviendrait à exporter l'oppression et à éroder les valeurs de liberté à l'échelle mondiale. Accepter un ordre où Washington conserve un rôle central reste, d'éloigne, l'option la moins risquée, axe des démocraties et sécurité régionale. Dans ce contexte, la coopération entre les États-Unis, le Japon et Taïwan ne se limite pas à la sphère militaire. Elle repose sur un socle de valeurs communes, des responsables politiques lucides sur la nature des régimes autoritaires, mais fermement attachés à la démocratie, jouent un rôle clé dans la préservation de la paix en Indo-Pacifique, en dissuadant concrètement les scénarios de conflit et en affirmant la légitimité des entités démocratiques face aux pressions des puissances autoritaires. Il est frappant de constater que de nombreux régimes autoritaires dénoncent bruyamment les violations du droit international par les États-Unis, tout en bafouant eux-mêmes ces normes au quotidien. Cette contradiction ne découle pas de principes moraux, mais de calculs de pouvoir. En pratique, seule la puissance américaine est aujourd'hui en mesure d'ériger une barrière crédible contre les comportements aventureux de gouvernements prêts à recourir à la force pour étendre leur influence. C'est un paradoxe inhérent à la structure du pouvoir mondial pour empêcher les régimes voyous d'agir librement. Le monde doit accepter que les États-Unis disposent d'une marge d'action plus large, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce que l'alternative est bien plus dangereuse. C'est précisément cette présence et cet engagement stratégique des États-Unis qui expliquent pourquoi Pékin, malgré des ambitions de plus en plus visibles, n'a pas encore déclenché une guerre pour modifier le statu quo à Taïwan, préservant ainsi un équilibre fragile mais nécessaire dans l'Indo-Pacifique. Lorsqu'on compare les scénarios, il apparaît clairement qu'une puissance démocratique capable d'agir unilatéralement génère moins de conséquences à long terme qu'un monde où des régimes autoritaires étendraient leur influence sans aucun contrepoids. Les dictatures, une fois suffisamment fortes, ne se contentent pas d'intervenir. Elles imposent leurs modèles oppressifs et détériorent directement la vie des populations. Dans ce contexte, la réaction des autorités chinoises face aux arguments avancés par des figures comme Seki et révèle la nature du problème. Plutôt que de répondre par la logique ou le droit, elles choisissent l'attaque personnelle et le dénigrement. Cette attitude ne traduit pas la force, mais la fragilité d'un système de pouvoir excessivement dépendant de la propagande et de l'évitement du débat. Si l'on imagine l'ordre mondial comme un quartier sans police officielle, les États-Unis ressemblent à un chef parfois brutal qui transgresse à l'occasion les règles, mais dont l'objectif principal reste de maintenir l'ordre sans s'approprier les maisons d'autrui. À l'inverse, si des puissances autoritaires venaient à remplacer ce rôle, le scénario risquerait de basculer rapidement vers la confiscation, la répression et l'exploitation généralisée. Dans un monde imparfait, accepter l'existence d'un gardien imparfait
demeure une option moins néfaste pour la survie de la liberté et de l'ordre international. Mesdames et messieurs, la durée de notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre suivi.